bonjour et bienvenue à l'émission Cuisine ta vie. Une émission où on va apprendre à cuisiner son bonheur. Alors voilà. Alors bonjour, je m'appelle Lucille Bouffard. J'ai enlevé mes grosses mitaines qui pèsent un plomb. Et je vais vous dire comment ça a commencé cette idée-là. Anne savait que je faisais beaucoup de randonnées pédestres et que j'aimais la randonnée pédestre. Alors elle m'avait demandé, pourrais-tu organiser des randonnées pédestres? J'ai dit, oh, pas sûr, ça me tente. Mais, entre les cas, parle pas à Jaja, je lui ai dit que j'avais fait un atelier au Centre Femmes sur changer ta vie une journée à la fois. Elle dit, tu as fait ça devant combien de personnes? J'ai dit 8, c'était la pandémie. Elle dit, là, elle dit, ici, tu pourrais la faire devant 1600 personnes, je pense, sur Facebook. Fait que c'est du talent perdu, ça. Alors, je dis, écoute, je vais penser à quelque chose. Puis, Anne elle disait, quand je parle de randonnée, j'ai les yeux tout brillants parce que j'adore ça. Et finalement, c'est une partie de mon bonheur. Et je suis une fille relativement heureuse. Et je me suis dit, ce que je peux partager, c'est ma recette de bonheur. Puis, les gens pourront, avec ces ingrédients-là, faire leur propre recette. Et j'avais pensé aussi, il va y avoir environ 6 épisodes, plus ou moins longs, ça dépend des interactions qu'on a, ça dépend des sujets. Et je me disais que... Là, ça va être beau, ça va être cadré. Je me disais que c'est quoi qui s'en vient la prochaine fête? C'est Patrick. Ouais, après ça, c'est Pâques. Pâques. OK? Et Pâques, c'est la résurrection. Donc, c'est le passage de la mort à la vie. Puis je me disais, avec la pandémie, ça fait presque 2 ans que c'est pas très, très, très vivant des fois dans notre vie. Alors, ce serait peut-être le temps qu'on s'offre une résurrection pour passer à la vie. Alors, faire sa recette de bonheur va nous permettre de devenir plus vivants. Peut-être qu'à la fin, on mangera les œufs. Okay. Alors, je vais vous partager ma recette de bonheur. Comment ça fonctionne? Je vais vous faire mon baratin. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Et puis, il va y avoir un exercice à la fin. L'exercice va être différent d'une fois à l'autre, là. Et puis, on va essayer de faire en sorte que vous partiez avec quelque chose à pratiquer durant la semaine. Ça va? Alors, on commence. Mais avant, avertissement. Tout ce qui est dit dans cet atelier peut être totalement faux. Nous vous recommandons d'expérimenter ce qui est dit de façon à vérifier si c'est bon pour vous. Bonne émission! L'infoman. Avertissement. Avertissement. Alors, vous avez bien compris, je ne possède pas la vérité. Et puis, mais on est ici pour s'amuser puis apprendre à être heureux finalement. Alors, mon premier ingrédient de cette semaine, c'est la prise en charge. C'est quoi la prise en charge? La vie, là, votre vie, elle appartient à qui? À nous autres. C'est votre vie. Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous qui pouvez vivre votre vie? Donc, le premier ingrédient, c'est la prise en charge, donc c'est la responsabilité de sa vie. On dit que, on a tous vu ça, là, le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Tu le fais toi. Si tu en veux, fais-toi-en. Moi, je vais vous dire une autre phrase aussi que j'ai dans mes ingrédients. Là, je vais vous la lire et je vais la présenter après. Ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Donc, on va apprendre à cuisiner notre propre bonheur. La prise en charge, c'est la responsabilité. Je suis responsable. Ça ne veut pas dire que je suis coupable, que c'est de ma faute. Ça veut dire que j'ai la responsabilité de ma vie. C'est à moi de prendre les décisions qui vont faire en sorte que ma vie va être plus ou moins belle, plus ou moins facile. Et puis, les décisions vont nous amener à vivre des fois la vie qu'on veut vivre et vont nous amener à faire des choix. Des choix. On fait des choix tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se lève le matin, on choisit à l'heure qu'on se lève. On choisit qu'est-ce qu'on se met sur le dos. On choisit qu'est-ce qu'on mange. Mais des fois, il y a des choix
qu'on n'ose pas faire, qui sont plus difficiles. Et puis, mais la vie, ce n'est que des choix perpétuels. Alors, dans mon premier ingrédient, la prise en charge, donc c'est la responsabilité de sa vie. On est responsable de quoi? Ah! On est responsable en premier lieu de nos... De prendre soin des autres. Bien souvent. Non, madame! Non, mais bien souvent, c'est ce qu'on fait, par exemple. On est responsable de nos besoins. C'est quoi un besoin? Un besoin, c'est ce qui est nécessaire à avoir une belle vie. Puis il faut répondre à son besoin. Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'était un psychanalyste, je crois, qui a été dans un camp durant la dernière guerre, le camp d'Auschwitz. Et il en est sorti finalement. Et tout le long, il voulait écrire un livre. Donc, pendant son incarcération, il pensait toujours au livre qu'il voulait écrire et puis il l'écrivait comme dans sa tête. C'est ce qui l'a sauvé. Et il a écrit un livre dans lequel il dit « Ne cherchez pas un sens à votre vie. Trouvez vos besoins et répondez-y. Trouvez vos besoins et répondez-y. » Des besoins, on en a plein et il faut y répondre. Là, je vais vous présenter bien du monde. Je vous ai présenté Viktor Frankl. Là, je vais vous présenter Maslow. Il a fait une pyramide des besoins qu'on a. Le premier besoin, c'est le besoin physiologique, se nourrir, respirer, dormir. Après, les besoins de sécurité. L'emploi, le logement, les besoins d'appartenance, donc avoir une famille, faire partie de, sentir qu'on fait partie de, les besoins d'estime de soi et les besoins après d'accomplissement ou de réalisation. Il les a mis en pyramide parce que un est la base de l'autre. Je ne peux pas penser à me réaliser si à chaque jour de ma vie, il faut que je calcule comment je vais finir à payer mon loyer ce mois-ci ou qu'est-ce que je vais avoir à manger. Donc, il faut que ces besoins-là soient comblés. Mais moi, je préfère les besoins, si vous tournez votre page, c'est la psychologie des besoins. Il y a des besoins de survie. Ça, c'est ce qui nous permet d'être en vie et d'être bien là. Donc, on a besoin de certitude dans la vie, des choses de quoi on est certain. Certain qu'on est aimé, certain qu'on est capable de réussir, des certitudes, certain qu'il y a peut-être une vie après la mort, peu importe, mais on a besoin de certitude et de sécurité. Se sentir en sécurité. On a besoin de variété. La routine, des fois, c'est bien sécurisant, mais des fois, c'est bien plat. On finit par s'ennuyer. Donc, on a besoin de variété. On a besoin de connexion et d'amour. On est des êtres faits pour vivre en société. Donc, j'ai besoin de relations, j'ai besoin d'être connecté avec les gens, j'ai besoin d'amour. On a besoin de reconnaissance, d'être reconnu comme un être à part entière. Alors, tous ces besoins-là, moi, je les aime beaucoup, ces besoins-là. Je les trouve plus évidents que la pyramide de Maslow et plus simple. Et après, il y a les besoins, ça, c'est les besoins de survie. Il y a les besoins d'épanouissement. Donc, on a besoin de grandir. On a besoin d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter, de sortir de sa zone de confort. C'est là qu'on se sent vivant. Et on a besoin de contribuer. On a besoin de savoir qu'on fait une différence à quelque part. Qu'on peut apporter des choses qui, des fois, vont changer, ne changeront pas le monde entier, mais peut changer la vie d'une personne parce qu'on a dit une belle parole, c'est-à-dire on a dit une parole qu'elle avait besoin d'entendre, cette personne-là. On a besoin de ça. Donc, on a des besoins de survie et on a des besoins d'épanouissement. Ces besoins-là ne sont pas tous égaux pour tout le monde. Moi, j'ai énormément besoin de variété. Énormément. Il y en a qui en ont moins de besoin. Il y en a qui ont besoin beaucoup de reconnaissance, d'autres moins. Donc, c'est variable. Mais on a tous ces besoins-là et c'est important d'y répondre. Comment on fait pour être responsable de ces besoins? Ça va-tu jusque-là? Oui. OK. Comment on fait pour être responsable de ces besoins? En premier lieu, il faut les reconnaître. Ça, c'est comme n'importe quoi. Hein? On ne peut pas changer un comportement si je ne reconnais pas. Une personne alcoolique, elle ne pourra jamais
changer ou être mieux si elle ne reconnaît pas qu'elle est alcoolique. Et ça, c'est pour n'importe quoi, là. Donc, la première chose, c'est reconnaître le besoin. Après, c'est j'ai bien beau le reconnaître, mon besoin, mais je vais vous présenter un autre monsieur, Erik Erikson. Erik Erikson, c'est un sociologue, un psychologue. Lui, il a fait la théorie du comportement social, le développement psychosocial. Et nos besoins sont répondus en interaction avec les autres. Si j'ai besoin d'être écoutée, là, seule dans ma maison, là, je ne pourrais pas trouver de réponse. Si j'ai besoin d'être aimée tout seul dans ma maison, je ne pourrais pas. Donc, les besoins sont répondus en interaction avec les autres. Donc, en premier, il faut les reconnaître, il faut les affirmer, les dire, parce que si je ne dis pas que j'ai besoin d'être écoutée, si je ne dis pas que j'ai besoin d'aller prendre une marche, si je ne dis pas que j'ai besoin de repos, il faut que je le dise. Après, il faut y répondre. Comment on fait ça? Est-ce qu'on y répond tout seul? Des fois, oui, comme si j'ai besoin de repos, je peux aller me coucher. Je n'ai pas besoin de demander la permission, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise « Oui, ma Lulu, tu peux aller te coucher, là. » Alors, mais on peut demander de l'aide, on peut aller voir dans les ressources. Donc, il y a plusieurs façons d'y répondre. Et je vais vous donner un exemple à quel point on a la responsabilité de nos besoins. Vous savez, des fois, en vieillissant, là, les muscles du périnée s'affaissent un peu. Hein? Puis ça fait un petit peu, des fois, désagrément. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir renforcer vos muscles de périnée? J'espère que non. Alors, si soi-même, on ne les renforce pas, peut-être qu'on va avoir des petites fuites de bonheur. Hein? Donc, c'est ça, prendre la responsabilité de ses besoins. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour nous, mais il y a donc des fois qu'on aimerait ça que les autres le fassent pour nous. Mais c'est notre responsabilité. Ça va toujours? Oui. Oui. Est-ce que c'est trop vite? Non. Parfait. Non, moi, je trouve ça, moi j'écris des notes, là, mais Ouais. c'est correct. Maintenant, nous passons à tranche de vie. Non. OK. Ça, c'est une tranche de ma vie personnelle. Je suis retournée aux études à 39 ans. J'étais à la maison, j'élevais mes enfants et puis à un moment donné, j'avais comme le goût de faire quelque chose. Alors, je suis retournée aux études, je me suis inscrite à l'université. Moi, je pars d'une petite maison avec mes 3 enfants, d'un petit quartier, tout ça. J'arrive à l'université, il y a 35 000 personnes. J'en connais pas une. Alors, je fais mes premières journées et je me rends compte que ça fait 3 jours que je suis à l'université et j'ai parlé à personne. Alors, je me dis, non, je suis une fille sociable, là. J'ai un besoin de socialiser. Donc, c'était quoi mon besoin? C'était un besoin de socialiser. Qui avait le besoin? C'était pas les 34 999 autres. C'est moi qui avais le besoin de socialiser. Les autres dans la classe, ils devaient bien s'en foutre, là. Mais c'est moi qui avais besoin de socialiser. Alors, qui devait y répondre? C'est moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai réalisé que quand je rentrais dans une salle de classe, il y avait des tables à 1 personne le long du mur, puis il y avait des tables à 2 personnes dans le milieu. Je m'assoyais toujours le long du mur, dans une table toute seule. Alors, quand j'ai comme pris conscience de ça, que j'ai reconnu mon besoin, mais si tu veux socialiser, là, prends une table où il y a au moins 2 personnes. Alors, c'est ce que j'ai fait le lendemain. Et finalement, la personne qui était là, ben, j'ai commencé à jaser avec elle et c'est devenu une bonne amie. Donc, c'est ça, prendre la responsabilité de ses besoins. Ça aurait été bien plus facile si les gens seraient venus « Hey, Lucille, viens t'asseoir avec nous autres! » Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Des fois, on dit « Ah, j'aimerais ça que mes enfants m'appellent plus souvent. » OK? Qui a le besoin? Si je dis ça, moi, j'aimerais ça que mes enfants m'appellent plus souvent. Arrête, c'est nous autres. Ben oui.
Puis c'est quoi mon besoin? D'avoir des nouvelles, d'être en contact, d'être en connexion. C'est à qui d'y répondre? C'est à moi. Ouais, mais j'ai peur de déranger. Ouais. OK, là, je vais vous donner juste un petit truc. Comme je vous dis, ça peut être totalement faux, là, mais essayez-le. Moi, j'ai une bonne amie qui m'appelle, puis elle me dit, « Lucille, est-ce que c'est un bon moment pour te parler? » Alors, si c'est oui, bingo, on est correct. Puis, des fois, j'ai dit non, parce que regarde, je suis occupée. Ben, c'est quand le bon moment pour te rejoindre? Ben, tu peux m'appeler, disons, ce soir, après District 31. Okay. Donc, la peur aussi, il ne faut pas que la peur nous arrête. Mais la peur, je vais en parler dans un autre atelier. Okay? Mais effectivement, il y a différents moyens. Si j'ai peur de déranger, bien, je vais le demander. Est-ce que je te dérange là? Ou peux-tu me dire quand je pourrais t'appeler? Puis qu'on puisse jaser un petit peu. Donc, c'est tout ça, prendre la responsabilité de ses besoins. C'est souvent dans des petites choses. Même des fois, quelqu'un nous demande prendrais-tu quelque chose à boire? Oh non, mais peut-être que j'aimerais ça. Ou oh, si t'en prends, je vais en prendre. C'est-tu mon besoin, ça? Je devrais me demander, est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai le goût de... OK. Puis c'est quoi mon goût? Tu veux-tu une tisane ou un café? Ben, si tu te fais un café, je vais me prendre un café. Mais si je me fais une tisane, ben, je vais prendre une tisane. OK? Alors, il faut être capable de se centrer puis de savoir c'est quoi son besoin ou de quoi on a le goût. Ça, ben, nous autres, les femmes, on est trop habitués à servir la famille avant nous autres, fait qu'on ne sait plus c'est quoi nos besoins bien souvent. C'est ça le problème, là. Des fois, on ne sait même pas qui on est comme individu. On sait qu'on est comme mère, comme épouse, comme grand-mère, mais comme personne, là, si on était sur une île, là, on est qui comme individu? Effectivement. Donc, il faut réapprendre à se découvrir. Ce que je vous dis là aujourd'hui, là, je ne suis pas venue au monde avec ça. OK? J'ai investi énormément sur moi. J'ai énormément lu, j'ai énormément pris d'ateliers, j'ai énormément suivi des cours et j'ai énormément pratiqué, par exemple. J'ai énormément pris en pratique. Donc, il faut se donner le temps. Il faut toujours commencer par quelque chose de petit. Si je ne prends pas la responsabilité de mes besoins, ça va être quoi les conséquences de ça dans ma vie? Ben, peut-être que je vais avoir des petites frustrations. Peut-être que je vais en vouloir aux autres. Peut-être que ma vie va être un peu plus plate. Peut-être que je vais me demander comment ça, moi, je n'ai pas ce que je veux. Donc, il y a plusieurs conséquences à ça. Si je prends la responsabilité de mes besoins, ça va être quoi les conséquences? Ben, j'ai au moins des chances que mon besoin soit répondu et surtout la fierté de l'avoir fait. Et ça, c'est important. Parce que répondre à son besoin, ça nous amène à choisir, à faire des choix. Est-ce que je le demande à un tel? Est-ce que... Quel choix je pourrais faire pour répondre à un besoin? OK, si je prends ma tranche de vie, là, est-ce que je m'assois dans une table de deux? Est-ce que je vais m'asseoir peut-être à la cafétéria au lieu de m'asseoir dans mon cours? Donc, et quand on choisit, on sort de l'impuissance. Quand on est impuissant, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre. On a peur de prendre des décisions ou on a peur des conséquences de nos décisions aussi. Donc, quand on choisit, ben, on se donne du pouvoir sur la vie, puis on arrête de subir aussi. On est beaucoup plus dans le pouvoir que dans subir la vie ou dans l'impuissance. Mais ça, c'est un chemin, là. C'est comme apprendre à marcher. Hein? Un enfant qui apprend à marcher, il tombe bien des fois avant de se relever. Avant d'être capable de faire 5 km et de courir, là, il a tombé et s'est relevé bien des fois. Plus je vais répondre à mes besoins, mais quand je vous dis, ce n'est pas nécessairement tout seul, c'est en relation avec les autres aussi, plus je vais être au centre de ma vie, au lieu d'être un pion dans la vie de l'autre. Ça, c'est laid comme... c'est affreux comme phrase, là. Mais
c'est une certaine réalité. Si je ne suis pas au centre de ma vie, je suis un pion dans la vie de l'autre. Ou je vais vouloir être au centre de la vie des autres. Alors, vaut mieux être au centre de sa vie. Et être au centre de sa vie, on reste autant généreux qu'on l'est, on fait autant plaisir qu'on l'est, sauf qu'on a aussi pensé à soi, qu'on a été généreux envers soi, qu'on a pris soin de soi aussi. Dites-vous qu'une source tarie, donc une source dans laquelle il n'y a plus d'eau, ne peut abreuver personne. Donc, c'est important de s'abreuver, de se nourrir et de répondre à nos besoins. Prendre sa vie en main ou prendre la responsabilité de sa vie, est-ce que c'est facile? Non, madame. Je vous le dis tout de suite, c'est pas toujours facile. Il y a des domaines dans lesquels c'est facile, puis il y a d'autres domaines dans lesquels c'est plus difficile. À chacun de vérifier dans quelle partie de sa vie c'est facile et c'est plus difficile. C'est parce que pour prendre la responsabilité de ma vie, pour répondre à mon besoin, il faut que je me donne une certaine valeur. Il faut que j'aie de l'estime de soi. Il faut que je me sente une personne valable, qui a une valeur, assez de valeur pour que je fasse les choses pour moi. Souvent, les gens qu'on côtoie ont des fois plus de valeur, on leur donne plus de valeur à eux qu'à nous. Et on va faire plein de choses pour les autres. Donc, il faut vraiment, vraiment apprendre à s'aimer et à reconnaître notre valeur. Il y avait une phrase qui disait « Le bon Dieu ne fait pas de scrap », donc on a tous une valeur. Okay. Alors, soyez certains de ça, on a tous une valeur, on a tous un potentiel, on a tous quelque chose à offrir aussi. Par contre, quand je vous dis c'est pas facile, l'amour de soi, c'est pas facile. Quand on est tout petit, on apprend de l'extérieur, je vous dirais. Si je suis pas assez claire, vous me le direz. Ça veut dire que si je veux apprendre à m'aimer, il faut que je sente que je suis aimée. Si je veux me donner une valeur, il faut que je sente que j'ai de la valeur, que je suis un être valable. Alors, souvent, toute notre vie, on va essayer d'avoir l'amour, la reconnaissance de l'extérieur. Et effectivement, malheureusement ou bien heureusement, c'est que je me suis donné une phrase dans mon long parcours, c'est que je me disais, ça, un enfant attend ça de ses parents. Puis des fois, on a toujours un petit enfant à l'intérieur de soi qui l'attend, même si on est des adultes. Alors, je me disais, ma Lulu, parce que c'est comme ça que je me parle. Okay? Puis des fois, je fais ça, t'es bonne, ma Lulu. Vraiment bonne. Alors, je me disais, être adulte, c'est se donner à soi-même ce qu'on aurait tant voulu recevoir des autres. Alors, il faut apprendre à se reconnaître. Il faut apprendre à s'aimer. Et le plus beau de ce parcours-là, plus je me reconnais, donc plus je suis consciente de la valeur que j'ai, plus je m'aime, plus les autres vont me reconnaître et plus les autres vont m'aimer. Ça commence toujours par soi. Et on a après un reflet de l'extérieur. Mais ça, c'est de la job, là. Je vous le dis, là. Je ne vous le cache pas, c'est de la job. OK? Donc, répondre à son besoin demande une bonne dose d'amour de soi et une bonne dose de reconnaissance de notre propre valeur. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, j'ai une petite carte, c'est marqué ici. Carte. Alors, dans mes ingrédients, je vais vous la lire et je vais la présenter après. Le jour le plus important de votre vie, je la relis. Le jour le plus important de votre vie, je la relis. Le jour le plus important de votre vie est celui où vous décidez de vous aimer. C'est ce jour-là qui marquera votre liberté. Et je vais vous dire une autre phrase que je me suis dite. Quand le besoin de se respecter est plus grand que celui d'être aimé, on devient libre d'être qui on est. Quand le besoin de se respecter
est plus grand que celui d'être aimé. On devient libre d'être qui on est. Je peux vous donner peut-être juste un petit exemple. Quelqu'un vous demande un service, mais vous êtes brûlé, vous êtes fatigué, vous avez une journée terrible, vous avez des rendez-vous. Alors, par respect de vous-même, en principe, vous devriez dire non, je ne peux pas. Par peur de ne pas être aimé, c'est possible que vous disiez oui, je vais le faire. Donc, être soi-même, c'est se respecter, respecter ses limites. Mais on est souvent confronté à est-ce qu'on va m'aimer encore ou est-ce qu'on Comment vous m'aimera avez dit plus? ça tantôt, là? Quand le besoin de se respecter. Est plus grand que celui d'être aimé. On devient libre d'être qui on est. Mais ça peut être totalement faux, là, je vous le dis. Mais mettez-le en pratique, vérifiez-le dans votre vie. Et puis, Ça de la lue. merci. Oui, vraiment. Mais c'est pas évident à mettre en pratique parce que je vais vous expliquer un petit peu le développement de l'enfant, OK? L'enfant, jusqu'à 8 mois, il est en fusion avec sa mère. Il n'y a pas lui puis sa mère, c'est juste un. Vers 8 mois, on dit souvent que l'enfant devient un petit peu sauvage, c'est la peur des étrangers. C'est parce qu'il vient de prendre conscience que sa mère est à l'extérieur de lui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'aperçoit aussi que, on appelle ça en psychologie le pouvoir des caresses. Donc, c'est la mère, c'est quelqu'un à l'extérieur qui a le pouvoir de m'aimer ou pas. Et toute notre vie, on reste avec ça. Toute notre vie, on est souvent, on va penser de faire quelque chose. Ouais, mais il n'aimera peut-être pas ça aussi. Donc, ou ils vont peut-être m'en vouloir. Ou peu importe. Donc, on est souvent confronté entre se choisir ou choisir d'être aimé. Et le pire, c'est que quand on choisit toujours l'autre, on s'en veut. Et puis, on vit avec ça aussi. Donc, c'est vraiment un gros apprentissage, l'amour de soi. Ce n'est pas quelque chose qui est évident, mais c'est quelque chose qui se fait. Parce qu'on a tous droit d'être libre d'être qui on est. Donc, d'avoir des limites, d'avoir des besoins et des affirmer. C'est difficile de mettre nos limites. C'est les conséquences. Choisir n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de connaître la conséquence et de dire, est-ce que je suis capable de vivre avec la conséquence? C'est ça qui est difficile. Souvent, la majorité de nos choix, on les fait en fonction des conséquences avec lesquelles on est capable de vivre. Puis c'est correct. C'est correct parce que ça fait partie de nos limites pour le moment. Pour le moment, c'est plus facile à moi de vivre, de dire oui que, disons, de dire non. Mais à un moment donné, il vient un jour où on dit, est-ce que j'ai encore envie de faire ça? Bon, comment je m'y prends? C'est quoi mon besoin? C'est à qui ce besoin-là? Comment je m'y prends? Et il y a toujours, c'est toujours déchirant, mais il y a toujours deux émotions qui sont ambivalentes. Celle d'être rejeté, de ne plus être aimé, et l'autre, c'est celle de s'affirmer et de s'être respecté. C'est toujours ambivalent, ça. Puis des fois, on en choisit une parce que les conséquences sont plus faciles à vivre que l'autre. Alors, pour le premier ingrédient qui était La prise en charge. la prise en charge, personnellement, j'ai fait le tour et j'ai une petite carte ici aussi encore. Le bonheur réside dans les choix que l'on fait et dans ceux qu'on décide de ne pas faire. Quand je dis des fois, on décide de ne pas choisir ce qui nous conviendrait vraiment parce qu'on a peur de ne plus être aimé, mais on aime, c'est plus facile pour nous de vivre ces conséquences-là que si on se respectait totalement. Alors, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous disais qu'à chaque atelier, il va y avoir un exercice. Je vais vous donner l'exercice tout de suite. Hein? Je la corrige la semaine prochaine. OK? Vous allez trouver un besoin que vous avez cette semaine. C'est pas nécessaire que ce soit un gros besoin, là. Ça peut être un besoin de repos, ça doit être juste un besoin de respecter ses limites,
Ça peut être un besoin de reconnaître sa valeur à travers quelque chose. Donc, je vais vous demander de choisir un besoin et d'y répondre. Donc, je vous demande vraiment de choisir un besoin. Prenez un qui est facile à répondre, OK? D'y répondre et vérifiez comment vous vous sentez. Vous savez, le corps, il nous le dit, hein? Quand on se sent bien, là, le corps, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'expansion. Ah! Quand on se sent mal, il se contracte. Fait que le corps va vous le dire. Choisissez un besoin, trouvez une façon d'y répondre et vérifiez comment vous vous sentez dans votre corps, puis qu'est-ce que vous ressentez. Question? Non? OK. Alors, on est prêt à passer à la méditation. On a une méditation qui dure environ 17 minutes. Ah, tu vas me faire ça? Oui, c'est pour ça que je te dis. Ah, je peux dire n'importe quoi, tu vas couper au montage, hein? Oui. OK. Commanditaire. C'est ton. Et voilà. Il y a juste Tout le monde, aujourd'hui, je voudrais vous donner un correct, le volume, exercice trop fort. simple et facile à réaliser que je donne à beaucoup de mes clients Oui, et qui oui. l'apprécient. Il Par exemple. s'agit d'un Oui, mais exercice je vais m'enlever méditatif qui permet de travailler sur la manifestation de l'amour à soi. D'un côté, cet exercice est comme une sorte de mini-diagnostic qui permet de vérifier où vous en êtes par rapport à l'amour de soi et l'acceptation de soi. Autrement dit, quel est votre niveau d'acceptation de vous-même. Et de l'autre côté, cet exercice permet de travailler sur l'augmentation de cette acceptation de soi. Je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons débriefer après sur ce que vous aurez visualisé durant cet exercice. Je m'appelle Olga Alexandrova, je suis thérapeute spécialisée en harmonisation et libération émotionnelle. Je vous donne des clés et des outils pour gérer vos émotions en conscience. Et sans tarder, je vous propose de commencer. Installez-vous confortablement car nous allons partir quelques minutes en voyage. Prenez une position confortable et vérifiez si vos bras et vos jambes sont à l'aise. Fermez les paupières si ce n'est pas déjà fait. Dirigez en douceur votre regard vers l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit aujourd'hui, simplement regardez à l'intérieur de vous et observez sans analyser vos sensations corporelles. Notez si vous êtes tendu ou si vous êtes relâché, si vous ressentez du confort. Ressentez également votre respiration et observez si elle est fluide ou si elle est un peu rapide, irrégulière. Écoutez également vos émotions. Quel est l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez actuellement? À présent, je vais vous demander de vous adresser à vous-même mentalement en commençant par votre prénom. Je vous propose de prononcer votre prénom lentement et à plusieurs reprises. Ressentez comment vous vivez la connexion avec votre prénom. Est-ce que c'est agréable? Observez comment votre corps répond à votre prénom. Vous pouvez également exprimer une intention de libérer le potentiel de votre prénom. Ou encore exprimer l'intention de vous révéler la signification cachée de votre prénom. Regardez, écoutez, observez les images et les messages s'ils arrivent à vous.
Et puis continuez à vous adresser à vous intérieurement, toujours en commençant par votre prénom. Mais cette fois-ci, je vais vous demander de vous adresser à vous avec amour, avec tendresse, avec beaucoup de douceur. Continuez à vous parler, à tenir un dialogue bienveillant, doux, avec beaucoup d'amour, comme si vous vous envoyiez de la tendresse, de la douceur et de l'amour à vous-même. Et je vais même vous demander d'imaginer que vous inspirez ces mots d'amour et de tendresse à l'intérieur. À l'inspiration, envoyez tout cet amour dans le corps. Inspirez et remplissez toutes les cellules de votre corps de tendresse et d'amour. Autorisez les émotions qui leur correspondent à se diffuser à l'intérieur de vous. Et puis écoutez comment votre corps et vos émotions répondent à ce cadeau d'amour que vous vous offrez à vous-même. Peut-être que vous sentez que l'amour est chaleureusement accueilli et vous vous sentez bien à l'idée de vous envoyer de l'amour à vous. Peut-être que vous ressentez un sentiment de paix intérieure, de tranquillité. Peut-être vous ressentez rien du tout, peut-être une sorte d'indifférence, ça provoque aucune sensation à l'intérieur. Ou encore, peut-être, vous ressentez que cet amour est rejeté, comme si toute cette tendresse et bienveillance n'était pas acceptée par votre corps. Simplement observez et écoutez vos réactions sans les évaluer. Nous tenons tous des dialogues dans notre tête envers nous-mêmes. Nous vivons une relation avec nous-mêmes. Alors avec quelles émotions vous vous adressez à vous au quotidien? Est-ce que vous vous soutenez avec bienveillance? Ou est-ce que vous vous jugez et vous dirigez envers vous la colère et l'irritation? Ou peut-être vous ressentez envers vous la froideur, une indifférence, ou même du dégoût. Quelles sont les émotions que vous dirigez envers vous-même quand vous vivez l'échec ou lorsque vous faites une erreur? Quelles émotions envoyez-vous envers vous-même quand vous vous trompez? Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose? Pouvez-vous accueillir ces émotions sans les juger? Constatez la relation que vous vivez avec vous-même sans l'évaluer. Et si ce dialogue vous attriste, si vous ressentez que ce n'est pas juste de communiquer avec vous de cette manière, qu'est-ce qui serait plus juste? Je vous propose d'aller au-delà des notions du bien et du mal. Choisissez des mots, peut-être une phrase qui serait plus juste, une phrase qui serait acceptée sans résistance. Peut-être la phrase « même si je ne sais pas m'aimer encore, même si je constate que je me juge, que je me dévalorise, je me laisse du temps pour apprendre à m'accepter, à m'aimer. Cela viendra. » Peut-être ce sera une autre phrase, mais une phrase plus juste, une phrase acceptée par votre corps, par votre mental.
Et maintenant, revenez doucement à la réalité extérieure. Vous pouvez bouger vos bras, bouger vos jambes. Et à votre rythme, je vous propose d'ouvrir les yeux. Je vous propose de débriefer sur ce qui s'est passé durant cet exercice. Comment avez-vous accueilli l'amour, l'idée de vous envoyer de l'amour et de la tendresse? Je vous propose de le partager dans les commentaires sous cette vidéo pendant que je vais vous parler des réactions les plus fréquentes. La première réaction, c'est lorsque s'envoyer de l'amour, se donner de la tendresse, avoir un dialogue tendre et bienveillant envers soi-même, c'est quelque chose d'agréable. Ça provoque des sensations corporelles apaisantes, douces, calmantes, et vous ressentez un bien-être. Si c'est le cas pour vous, vous pouvez faire cet exercice lorsque vous ressentez le besoin et tenir la durée que vous ressentez être la bonne pour vous. Ça, c'était la première réaction. Il y a une autre réaction à cet exercice, c'est la réaction de tristesse. En fait, c'est lorsque vous écoutez ma voix et lorsque l'idée de vous envoyer de l'amour vous met dans un état de tristesse, peut-être même certaines personnes pleurent. Et on ne parle pas du chagrin ici, on va plutôt parler d'une sensation comme si c'était une tristesse liée au manque, comme si c'était émouvant et touchant de s'envoyer et se donner de l'amour, comme si finalement vous en manquiez. Si c'est votre cas, je vous propose de rallonger la durée de cet exercice et de le faire sans être accompagné par ma voix. Donc vous trouvez un moment, vous vous installez chez vous et vous prenez le temps nécessaire pour le refaire par vous-même. Il y a une autre réaction, la réaction d'indifférence, voire du dégoût, voire de l'incapacité à s'envoyer de cet amour, comme si finalement l'amour à l'intérieur et la tendresse étaient rejetés. Souvent ici, ce sont les croyances limitantes qui nous empêchent de nous donner le droit et de nous envoyer cet amour. Parmi ces croyances limitantes, il y a les croyances « je ne suis pas digne de me donner de l'amour »,« je ne le mérite pas ». Il y a aussi la croyance « et puis quoi encore ? Si je me donne de l'amour, je vais me relâcher ». Alors qu'avoir un fouet entre mes mains avec des exigences, des jugements, des critiques, des dévalorisations envers moi-même, ça me permet de garder un peu plus de tonus, de ne pas me laisser aller finalement. Si vous avez remarqué que vous êtes dans ce cas, je vous propose de refaire l'exercice, pas tout de suite, un tout petit peu plus tard, et laisser l'idée qu'on a le droit de s'envoyer de l'amour, que c'est possible, laisser cette idée faire un peu de chemin. Parce que certaines personnes, elles peuvent être choquées par le concept que s'envoyer de l'amour est bon pour soi. Donc, pour certains d'entre vous, si c'est une idée assez inattendue, laissez-vous du temps et revenez et faites cet exercice plus tard. Si jamais vous souhaitez travailler sur vos croyances limitantes, je vous laisse tous les liens nécessaires en bas de cette vidéo, soit pour me consulter, prendre une consultation individuelle, soit pour me contacter sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. Et puis je vais répondre à une question que beaucoup de mes clients me posent et que je trouve toujours assez étonnante. C'est la question, s'envoyer de l'amour, finalement, ça sert à quoi? Pourquoi faire? Je vous avoue que cette question me surprend à chaque fois, mais elle est totalement légitime et j'aimerais y répondre sous forme de métaphore. Imaginez que vous vivez chez vous et au quotidien, il y a quelqu'un à côté de vous qui vous harcèle avec des jugements, qui vous critique, qui vous dévalorise, que vous soyez dans des réussites, que vous soyez dans des échecs. C'est la personne qui vous dit que c'est jamais assez bien, que vous pouvez toujours faire de votre mieux, que là c'est pas correct, là c'est pas juste, là c'est pas normal, là c'est pas approprié.
Et c'est des moments où, lorsque vous vous trompez, la personne, elle est tout de suite là et elle vous fait savoir que vous êtes un bon à rien. Imaginez que vous allez être dans un certain état émotionnel. Je vous laisse deviner comment vous serez au quotidien en vivant avec cette personne. Ça, c'était le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous vivez avec une personne qui a un méga poker face sur le visage et qui, quoi que vous fassiez, est totalement indifférente. Autrement dit, la personne s'en fout. Vous faites des efforts, elle s'en fout. Vous cherchez auprès d'elle des félicitations, de la reconnaissance, elle s'en fiche, elle ne communique même pas avec vous. Elle est présente, mais dans un état de « je ne suis pas là ». Imaginez comment cette indifférence va vous toucher. Et puis, le troisième cas de figure, le dernier, imaginez une personne qui vous suit au quotidien et qui est là pour vous et qui vous dit « je suis là pour toi, je t'aime ». Que tu te trompes, que tu sois joyeux, que tu sois triste, je suis là pour t'aider à t'améliorer, t'aider à te progresser. Je t'accepte comme tu es. Je ne suis pas dans le jugement. Que tu réussisses ou que tu fasses une erreur, je suis là pour te soutenir, pour te féliciter. Je suis là pour te dire combien je suis fière de toi. Je suis là pour t'encourager. Imaginez dans quel état ça va vous mettre émotionnellement quand quelqu'un vous dit « je t'aime et je t'accepte sans aucune condition ». Et si finalement cette personne qui vit à côté de vous, c'était vous-même? Nous vivons tous cette relation au quotidien avec nous-mêmes et cette personne qui vous remplit d'émotions positives, ça peut être vous. J'espère que ça vous cuisine pas trop. Non, des fois, il y a des petits moments, des phrases qui viennent plus nous chercher que d'autres. Et puis, Ou des fois, ça nous confirme aussi dans les choix qu'on veut faire, dans les choses qu'on veut changer. Puis, donc, c'est important. C'est important de se respecter, de respecter son rythme, de respecter ses limites. Et puis, mais de savoir jusqu'où on va aller aussi. C'est pour ça que ça s'appelle « Cuisine ta vie ». Parce qu'il y a des choses, des fois, qui viennent nous cuisiner. J'avais vu une phrase qui m'avait beaucoup marquée. Il y a plusieurs années, je dirais peut-être au moins 30 ans, certains, il y avait une revue qui s'appelait « L'Argent ». Et dans la page centrale, c'était un piano avec un linge, un drap dessus. Et c'était marqué « J'aurais toujours voulu apprendre le piano, mais ça aurait pris 10 ans de ma vie. Il y a de cela 10 ans. » Et ça m'avait tellement frappé que les choses qu'on veut, des fois on dit « c'est trop gros, ça va prendre trop de temps », mais le temps passe pareil. Et cette phrase-là m'avait vraiment, vraiment frappée. Alors, en résumé, c'est prendre la responsabilité de sa vie, répondre à ses besoins, faire ses choix et surtout s'aimer beaucoup. Alors, vous avez un exercice à faire cette semaine. On va en parler la semaine prochaine, voir comment ça a fonctionné. Et puis, la semaine prochaine, on va découvrir un autre ingrédient. Alors, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis, le bonheur, c'est quand je m'aime. Merci, au revoir. Alors, la semaine prochaine, ça va être un autre ingrédient, de façon à ce qu'au bout de 6 ateliers, vous ayez plein de petits moyens qui vont faire que votre vie va peut-être être un gros gâteau. On verra qu'est-ce qu'on va se cuisiner à la dernière, au dernier atelier.